Stiger. Oui, alors on a comme ça mis cette rencontre de cet après-midi sous le signe d'un anniversaire, qui est le 20e anniversaire de l'inauguration du web, de ce qu'on appelle le web. Il y a 20 ans maintenant que ceci s'est développé. Le web, c'est une mutation technologique, c'est un changement de système technique et à une échelle planétaire. C'est même l'instrument de la planétarisation par excellence, infiniment plus évidemment que le train à vapeur, les steamers sur les mers, etc., qui commençaient à cette modélisation. Ce processus-là, vous évoquiez tout à l'heure l'imprimerie, on fait très régulièrement cette comparaison entre l'importance du numérique et l'apparition de l'imprimerie. Peut-être que c'est même beaucoup plus important que ce qui s'est passé avec l'imprimerie. En tout cas, c'est certainement beaucoup plus violent, parce que le temps de socialisation de l'invention de Gutenberg a été quand même assez long. En tout cas, comparé aux 20 ans qui viennent de s'écouler, c'était véritablement un rythme d'escargot. Là, en 20 ans, tout ce qui s'est passé, je pense que si nous y concentrions une journée pour essayer d'en faire le bilan, nous n'y arriverions pas. Bon. Par exemple, le système fiscal a explosé avec le web. Alors, je ne vais pas vous faire un développement sur le web, mais en revanche, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons beaucoup discuté avec Henriette Zouguebi ces derniers temps, y compris parce que nous étions dans cette même commission que Henriette présidait. Bon. Et j'ai défendu, moi, dans cet espace de discussion, et puis dans nos discussions tête-à-tête, une approche systémique, si je puis dire. C'est-à-dire que les phénomènes du type du web, ou du numérique, disons, il faut les voir comme des changements de système. Tout le monde sait, par exemple, que ce qu'on appelle la démocratie industrielle moderne, sans presse, sans école, pas de citoyenneté. Ça ne marche pas. Et pour que la presse et l'école fonctionnent, il faut une industrie éditoriale, il faut une presse à journaux. Quand on va voir un tout petit peu de près les conditions de tout cela, c'est extrêmement important, la complexité de ces choses, mais il faut une approche systémique pour comprendre ce qui se joue véritablement et pour essayer de raisonner un petit peu plus loin, un peu plus long terme que l'année prochaine ou à la fin de mon mandat électoral, par exemple. Parce que les enjeux ne sont évidemment pas du temps d'un mandat. Bon, les décisions prises aujourd'hui engagent la suite des choses, et ça, c'est une responsabilité dans la situation actuelle exceptionnelle. Parce que ce n'est pas dans toutes les situations qu'on a des responsabilités de cette nature sur l'engagement dans l'avenir. Ça concerne tout le monde, et je ne parle pas seulement des élus. Je parle de tous les gens qui sont citoyens. Être un citoyen, c'est être responsable de son avenir. Donc, ça concerne absolument tout le monde. Cela étant, le web, pourquoi le web, ou disons le numérique, parce qu'il n'y a pas que le web, bien entendu. Le numérique, qu'est-ce qui est en jeu derrière tout cela? C'est la publication. C'est un dispositif de publication. Et donc, ce qui est en jeu derrière tout cela, c'est aussi la chose publique, la res publica. Donc, c'est la chose politique. Par ailleurs, c'est la science, qu'on ne peut d'ailleurs pas séparer de la chose politique. Comme Vernon n'a jamais cessé de le soutenir, la condition d'apparition de la cité, c'est l'apparition de la science. Mais pour qu'il y ait de la science, il faut qu'il y ait un espace public et un espace de pair. Il faut noter que le web pose le problème d'une nouvelle relation peer-to-peer, comme on dit, hein, pair à pair. Et ici, il faut noter aussi que l'espace public qui apparaît avec l'écriture alphabétique, c'est un espace critique. C'est un espace où s'exerce, critique voulant dire où se prennent des décisions à partir d'une certaine activité qui est un certain type de jugement partagé, controversé, exposé, débattu et finalement tranché par des règles de décision qui sont les règles des scientifiques, les règles des politiques, etc. etc. Aujourd'hui, par rapport au numérique qui est l'émergence d'un nouveau dispositif de publication, qu'y a-t-il de différent? Outre l'incroyable vitesse de pénétration de tout cela, qui est véritablement vertigineux, et qui fait que des gens comme Nicolas Carr, qui ont été des défenseurs, non seulement des défenseurs, mais Nicolas Carr, qui est le journaliste du New York Times, et c'est aussi un consultant des grandes entreprises internationales, enfin américaines, du web, a finalement fini par publier un livre en disant « Attention, il y a quelque chose qui fonctionne, qui est dangereux en tout cas. » Qu'est-ce que l'éducation? C'est une mission de service public, c'est une condition fondamentale de la société politique, mais c'est une condition fondamentale de toute société. Une société, quelle qu'elle soit, les Nambiquara, les Esquimaux, il y a des processus d'éducation. Et c'est une condition de la socialisation, donc de la civilisation. Mais aujourd'hui, l'éducation, c'est un marché. C'est avant tout perçu comme un marché. Et il y a là, je ne dirais pas ça contre le marché en soi d'ailleurs, mais parce qu'on n'est pas prêt de sortir dans de la société de marché. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a un très grand danger de confusion
des enjeux, sur les enjeux. Nous n'avons aucun doute, quand je dis nous, là je parle un petit peu avec Julien Gauthier qui est assis à côté de moi, si nous sommes là, c'est aussi parce que nous avons publié ensemble, nous avons défendu avec d'autres, avec Denis Cambouchner et Philippe Mérieux, l'idée que le numérique est un processus inéluctablement en route, et en plus, qu'il présente, il n'y a aucun doute là-dessus, je dirais un très fort potentiel de positivité. Pardonnez-moi de parler un langage un petit peu qu'on pourrait trouver dans l'administration, ou je sais pas quoi, mais c'est un nouveau type d'écriture qui se produit avec le numérique, et ce nouveau type d'écriture promet énormément. Donc, sur la question de la pénétration du numérique dans les établissements scolaires et académiques, nous n'avons pas la moindre hésitation sur le fait que c'est un mouvement qu'il faut non seulement accepter, mais dont il faudrait essayer de prendre, pas le contrôle, ce serait absurde, parce qu'on ne peut pas contrôler le processus, mais en tout cas, l'initiative, d'une part active, et là je parle de l'État français et de l'Union européenne, qui sont gravement absents pour le moment en ces matières. Quel est le discours de l'État français? Quel est le discours de l'Union européenne sur ces sujets? Moi je ne le connais pas en tout cas. Il est très très important d'engager les choses et de les engager d'un point de vue systémique, disais tout à l'heure. C'est pourquoi, quand on a parlé avec ça avec Henri Zoughibi, pour la première fois, c'était au mois de mars ou avril l'année dernière, tout de suite j'ai dit, c'est au niveau du système académique qu'il faut poser le problème. Alors ce que j'appelle le système académique, c'est quelque chose qui inclut aussi bien la Sorbonne ou l'école maternelle du 15e arrondissement dans lequel nous sommes, que les écoles privées, mais aussi l'INSERM, le CNRS, bref, c'est tout ce qui produit de l'académique au vieux sens du mot, c'est-à-dire de l'espace pair à pair, où on produit des savoirs critiquables, à la lettre, soumis à un certain nombre de conditions de vérification, d'administration de la preuve, etc., de formation. Tout ça constitue le système académique. On ne peut pas prendre le problème du numérique, à notre avis, je crois qu'on peut le dire collectivement avec Julien en tout cas, on ne peut pas prendre ce problème par un bout simplement. Pour une raison toute simple, c'est que le savoir, ça se transmet de façon intergénérationnelle. Et que la transmission du savoir, pour qu'un instituteur ou un professeur puisse transmettre un savoir à des enfants, il faut qu'il l'ait reçu, qu'il lui ait lui-même, il lui ait été transmis. Alors la vitesse de pénétration du numérique fait que ces conditions-là ne sont plus respectées. Et ça pose un problème tout à fait nouveau à mon point de vue, que l'imprimerie n'a pas du tout posé. Parce que le temps de pénétration de l'imprimerie dans tout cela, c'est plusieurs décennies. On a eu le temps de faire plusieurs générations. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder ce qui s'est dit à Oxford, à Cambridge, à la Sorbonne, et à l'époque de l'apparition de l'imprimerie, j'ai regardé moi-même, bon, ça prend un temps fou, hein, la pénétration de tout cela. Bon. Aujourd'hui, on est dans une toute autre situation. C'est pour ça que nous préconisons, nous, si j'ose dire, une méthode de travail qui consiste à dire, bien évidemment, le ministre de l'Éducation nationale, par exemple, M. Payon, il a à résoudre, ou Henri Zoughibi, on a à résoudre tout de suite les problèmes. Ce n'est pas, on ne va pas se dire, on se donne 10 ans, 15 ans pour réfléchir, et puis on reviendra vous voir dans 15 ans. Il faut agir immédiatement. Et en même temps, il y a beaucoup de débats sur le numérique. Par exemple, le numérique dans les écoles primaires, il y a beaucoup de gens, il y en a de plus en plus d'ailleurs, à mon point de vue, qui disent qu'il faut faire attention parce qu'on commence à avoir des retours un peu négatifs sur les effets, par exemple, des pratiques des ordinateurs chez les enfants petits, quoi. Personnellement, je vous le dis très clairement, je suis absolument hostile à la pénétration du numérique dans les niveaux élémentaires. D'ailleurs, pour une raison méthodologique, là aussi, qui consiste à dire que moi, je crois que pour pouvoir pratiquer une technologie, il faut avoir acquis les technologies qui ont permis la production de cette technologie. Donc, parce que sinon, on n'a pas de point de vue génétique, et donc on n'a pas de point de vue critique. La condition de la critique, c'est l'historicité, c'est la connaissance, la compréhension de l'historicité. Et l'école est structurée comme ça en plus, hein, parce que la construction des programmes à l'école est faite sur cette base-là. Or ça, ce n'est pas du tout le cas avec le numérique. Donc, ce que nous pensons, par ailleurs, on en a un petit peu parlé avec Jean-Marc Lévy-Leblond en préparation de cette réunion, moi je soutiens que le numérique modifie très profondément la nature des savoirs. Frédéric Kaplan nous en parlera certainement tout à l'heure à propos de la langue, par exemple, que Google est en train de transformer profondément dans la vie de la langue, ce que Saussure appelait la diachronie de la langue, c'est-à-dire son évolution. Et aujourd'hui, ce que Google fait à la langue, c'est pas la langue française ou la langue anglaise, c'est à l'ensemble des langues de la planète, donc en même temps, avec les mêmes algorithmes. Donc c'est un processus absolument nouveau. Il est très très important que dans les départements de lettres, de grammaire, de logique, etc., on étudie tout ça de très très près, mais ce n'est pas fait.
Ce n'est pas fait. Si vous allez discuter aujourd'hui à Sorbonne de tout cela, oui, ce sont des sujets de débat, mais ce ne sont pas du tout des choses qui sont traitées, assumées par l'enseignement supérieur. Or, il n'est pas possible que des instituteurs ou des professeurs dans des établissements scolaires interviennent sur ces choses-là sans avoir eu la critique. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le savoir, on est dans l'opinion, on a tout ce qu'on veut, on est beaucoup dans l'idéologie et dans le marketing. Donc, il y a des questions de précaution à prendre qui sont absolument fondamentales. Alors, je vais conclure, parce qu'il faut être assez rapide pour qu'on ait le temps d'une discussion. Dans ce contexte-là, qui nous fait plaider, nous, pour faire que, et je l'ai beaucoup dit d'ailleurs dans la commission Payon, que le ministère de la Recherche soit présent dans ces discussions. Il n'est pas possible que la direction des écoles, la direction des lycées prennent une décision alors que le ministère de la Recherche n'a pas donné son avis. C'est inimaginable. Et il n'est d'ailleurs pas possible non plus que le ministère de la Recherche, côté enseignement supérieur, fasse cela sans le CNRS, sans l'INRIA, et puis même sans la communauté internationale, parce qu'il y a du monde, dans le monde entier, qui travaille là-dessus, et aux États-Unis d'ailleurs. Pas seulement aux États-Unis, mais quelqu'un que nous voulions inviter, malheureusement, c'est un peu plus cher, Marianne Wolf, par exemple, réfléchit là-dessus depuis très longtemps et de façon extraordinairement intéressante. Il faut convoquer ces savoirs-là. On ne peut pas prendre des décisions sur des sujets d'une telle gravité sans s'adresser aux gens qui travaillent sur ces questions depuis longtemps et savamment. Il faut aussi convoquer le savoir des nouvelles générations. Car la singularité des technologies, c'est qu'elles produisent des savoirs non intergénérationnels, qui surgissent dans la génération, la new grass, comme disait Albert Heller, j'ai dit ça pour les amateurs de jazz. La nouvelle génération est en train de produire des choses auxquelles absolument personne ne s'attendait. D'ailleurs, Wikipédia est quelque chose à quoi même Jimmy Wales ne s'attendait absolument pas, puisque ça n'était pas du tout un projet de Jimmy Wales, qui est, comme on dit maintenant, le fondateur de Wikipédia. Mais ce n'est pas Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Jimmy Wales, c'est le fondateur de l'entreprise au sein de laquelle Wikipédia est né. Ce n'est pas du tout la même chose. Et Wikipédia est né presque, semble-t-il, je ne dirais pas par accident, mais en tout cas, sans que personne ne l'ait voulu. Ça n'a pas été une volonté, la création de Wikipédia. Alors, ça veut dire qu'avec le numérique, il se passe des choses tout à fait singulières. Par exemple, des processus réticulaires contributifs qui produisent des phénomènes absolument improbables. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faudrait engager au niveau de l'État et de la responsabilité de la recherche et de l'enseignement supérieur des projets massifs, très importants, très significatifs, qui est un enjeu industriel pour l'Europe. Parce que si l'Europe ne lance pas des projets dans ce domaine, dans 10 ans, l'Europe sera devenue mineure, sera devenue un vassal de l'Amérique du Nord et du Sud, et de l'Asie. Donc il y a un enjeu fondamental et urgentissime, et beaucoup plus important que la fusée Ariane ou le TGV, infiniment plus important, parce que c'est le contrôle de l'esprit planétaire, enfin le contrôle, disons la contribution à la vie de l'esprit planétaire, de la science, des arts, de la citoyenneté, etc. Mais c'est aussi les modèles économiques de demain. C'est sur le web que s'invente l'économie de demain. C'est évident, tout le monde l'a compris. Mais il faut faire quelque chose maintenant. Par ailleurs, il est inconcevable, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas intervenir immédiatement dans le monde scolaire. Et la technologie numérique permet précisément de mettre en place des démarches de contribution. Ça, c'est un peu le discours d'Arsène Strivis, ce que nous appelons l'économie de la contribution, qui permettent de travailler autrement. Par ailleurs, on parle beaucoup de sciences citoyennes. Jean-Marc Lévy-Leblond en a parlé dans la revue Alliage récemment, par exemple, et dans la presse, dans le journal Le Monde. Et il y a là des processus tout à fait nouveaux qui se mettent en place. C'est la raison pour laquelle nous pensons, nous, qu'il est essentiel, dans les semaines qui vont venir, mettre en place une méthode de travail qui repose sur ce qu'on appelait autrefois la recherche-action, que nous appelons, nous, la recherche contributive. La recherche-action s'est inventée à la fois aux États-Unis, en Europe du Nord et à l'hôpital Saint-Alban pendant l'occupation. Étant donné que, par ailleurs, vous le savez bien, la presse paraît être destinée à vivre ce qui est arrivé aux industries musicales, par exemple, mais aussi les grands médias de masse, mais aussi les éditeurs, l'industrie du livre. L'enjeu est aussi derrière tout ça une industrie nationale de la publication qui risque de disparaître. Alors que c'est un des seuls secteurs où la France a d'ailleurs un peu d'autorité, parce que le groupe Hachette, bon, ce qu'on veut du groupe Hachette, mais c'est une puissance internationale, le groupe Hachette. Mais si une politique très forte dans ce domaine n'est pas menée, très volontariste, et pas simplement au niveau français, mais au niveau de l'Europe, tout ça sera balayé. C'est absolument évident. Ça veut dire que l'enjeu, ici, du numérique, c'est une négociation entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Culture, le Premier ministre, etc. Bref, c'est un chantier national et qu'il faut aborder avec une méthode absolument appropriée.